le chemin d'écriture qui a été le vôtre, qui a été respectivement le vôtre, tous ces livres écrits, est-ce que vous vous définissez comme un auteur du Nord ou un auteur du Sud? Et je commence. On va commencer avec peut-être Samy Tchak, puisque c'est peut-être toute la question de votre dernier roman, Le continent du tout et du presque rien. Est-ce que ça a du sens aujourd'hui, et après, à la lumière de tout ce qui a été dit aujourd'hui ces 4 jours? Bonsoir. J'espère quand même que nous ne serons pas très ennuyeux, parce que les derniers ont souvent été ennuyeux quand même. Parce que quand on a ça commence bien. C'est vrai, quand on a déjà écouté les meilleurs, les derniers ennuient en général. La question qui est posée est très intéressante. Moi, je me suis même posé cette question. Le nord de l'Afrique, le sud de l'Afrique, où est-ce que je me situe? Je vais plutôt parler de comment la géographie de l'écriture m'a constitué. Je ne suis pas d'Afrique du Nord, ni peut-être même pas d'Afrique du Sud. Je pourrais même dire être de l'Ouest, moi. Parce que c'est l'Afrique de l'Ouest qui est quand même, le Togo est à l'Ouest. Si je dois quand même dire, parce que l'Ouest est le plus beau point cardinal quand même. Ça, on sait que c'est le plus beau point, c'est l'Ouest. Mais moi, je raisonne plutôt en termes d'héritage, en termes de parenté, en termes de transmission. Et sur ce plan-là, j'ai 2 pères ici. Ils ne vont quand même pas venir me dire que je suis indigne d'eux, puisqu'ils sont déjà morts. Donc, c'est un avantage. Quand j'ai écrit en 2006 un roman qui se passe en Colombie, Le paradis des chiots, et qui parle de la brutalité, la cruauté de la vie des enfants de la rue dans un bidonville de Bogota qui s'appelle El Paraíso, je me suis quand même entendu dire, il en parle comme s'il avait vécu là-bas, comme s'il avait été ces enfants de la rue. Je n'ai jamais vécu dans la rue, j'ai été dans la forge de mon père. Le problème, c'est que ce qui disait ça, qui pouvait quand même me renvoyer à la cité des dieux de Paulo Lins, le Brésilien, ne pouvait pas savoir qu'au moment où je parlais de ces enfants de Bogota, je relisais avec un stylo rouge à la main Le pain nu de Mohamed Choukri. Eh bien oui, parce que ce qu'il raconte dans la rue, ce qu'il raconte de sa vie, me rafraîchissait la mémoire sur ces enfants-là. Et quand je me sentais aussi dans la nécessité d'être un peu libre dans mes propos en parlant de ce qu'est l'amour, Mohamed Leftak venait quand même à mon secours, parce que chez lui, j'ai trouvé un ton un peu libre que je n'ai pas nécessairement trouvé chez mon autre maître, qui est Kateb Yassine, ou chez quelqu'un comme Driss Shraibi, ou chez ma mère comme Assia Djeba, ou chez mes filles comme Kauter Adimi, qui a sa marraine dans la salle, ou mes petits frères comme Salim Bachi, ou mon frère et ami qui est Boalem Sansal, mon grand frère Yahya Belaskri. Je pense quand même que je n'ai pas de nord ni de sud pour le continent africain. J'ai plutôt un territoire sans frontières nécessaires, des gens qui m'ont nourri d'où qu'ils viennent. Je cite certains parfois, comme d'autres citeraient la Bible, des gens comme Edmond Jabès, Albert Kosri m'accompagnent chaque jour. Je lis quand même des littératures de tous les coins, mais à un moment, pour retrouver mon ancrage, je reviens à ces territoires-là où je retrouve les Amadou Kourouma, les Chinois Tchebe, les Cheramidou Khan, les Kwetsi, les Pépétéla même, des Blancs qui sont portugais mais qui ont choisi l'Afrique. Ils font partie de mon identité. Fouad-Laroui, je vous pose la même question et je rappelle que votre dernier bébé, 30 jours pour trouver un mari, un roman acerbe, drôle,
C'est pas un roman, c'est un manuel. Un manuel pratique, d'accord. Chacun son point de 30 jours pour trouver un manuel. Avec la caractéristique que ces 30 conversations s'inspirent de l'histoire vraie. Ah oui, c'est tout à fait. Authentique. Donc, à suivre. Je vous le recommande également, tout comme le livre de Sami Tchak, 2 livres formidables que j'ai la chance vraiment de présenter avec vous aujourd'hui. Même question, foi de la Louis, donc, nord, sud, après tout votre parcours. Je suis d'accord avec mon ami et collègue Sami. Il y a des questions qu'on nous pose et qu'en fait qu'on ne se pose pas généralement, mais après on nous les pose, ça nous force à nous poser. Quand j'ai grandi, réellement, j'avais aucune idée d'où j'étais. Réellement, je ne savais pas où j'étais. Je suis né totalement par hasard à Oujda. Donc je suis ni du nord ni du sud, je suis de l'oriental, tu vois. L'oriental. Mais quand j'étais petit, je grandissais dans les écoles de la mission française, l'école Honoré de Balzac à Knetra et l'école Charcot à Jdida. Et dans les 2 cas, en fait, on habitait dans des quartiers populaires. À Jdida, on habitait dans un quartier qui s'appelait, à côté de l'Al-Azhara, c'est vraiment un quartier populaire de Jdida. Mais j'étais à l'école française avec mes frères et sœurs. Donc on était dans un univers mental, un imaginaire qui n'était pas du tout celui du quartier populaire dans lequel physiquement on habitait. Donc déjà, il y avait au départ une incertitude, mais bon, je ne pouvais pas la théoriser, j'étais juste un petit garçon. Et j'étais constamment dans les livres. Donc pour moi, l'univers mental commence avec, tu te souviens, Oui, oui, et le taxi jaune. Parfaitement. Oui, oui, et le taxi jaune. Là, mais après, c'était la bibliothèque, c'est les couleurs, la bibliothèque rose, verte, Club des 5, Clan des 7, Comtesse de Ségur. Non, mais c'est vrai, ce n'est pas une boutade, c'était dans cet univers-là. Et pour moi, il était très naturel. Et je raconte d'ailleurs dans un de mes romans qui s'appelle Une année chez le Français, je raconte une anecdote qui est absolument authentique. C'était en 69, j'étais gamin, j'étais comme ça en train de dormir. Et il y a eu un terrible tremblement de terre. Je ne sais pas si des gens s'en souviennent. Et un tremblement de terre qui a fait bouger finalement tout le Maroc. Et moi, j'étais en train de dormir. Et mon père arrive, il nous réveille, mon frère Youssef et moi, et ma soeur Nadia. Et il nous dit d'ailleurs cette phrase extraordinaire. Il dit « N'ayez pas peur, ce n'est qu'un tremblement de terre. » Alors que la terre est en train de boum, 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 la terre. Et ce qui est extraordinaire, je le raconte dans ce roman, parce que je ne m'en rendais pas compte, j'avais 7-8 ans, c'est que j'ai pris mes lunettes, la terre tremble et on entend un bruit et les gens sont en train de dire « Ya Latif, Ya Latif », la panique générale. Je prends mes lunettes, je les mets comme ça et je vais à la bibliothèque et je prends les enfants du général Dourakine, de la comtesse de Ségur et je descends les escaliers et là dans la rue, les gens couraient dans tous les sens, l'affolement, c'est le dernier jour est arrivé, la terre tremble et moi je cherche un lampadaire et je me mets en dessous et je me mets à lire le capitaine Dourakine. Et quand c'est fini, je lève les yeux, je vois mon père et mon frère qui me regardent comme si j'étais un petit extraterrestre avec les générales Dourakine. Et bon, sur le moment, on ne peut pas faire la théorie de ce qu'on fait quand on est gamin. Mais plus tard, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que pour moi, le vrai réel était dans les livres. C'est-à-dire que ce réel menaçant, dangereux, la terre qui tremble, les gens qui pleurent, qui crient à la terre, etc., c'était pas, le réel était dans les livres. Et dans ce cas-là, le territoire, il est où? Ben, il est partout, il est dans le monde. On a tous lu les grands Russes, je pense que tu as lu Sami en français, je suppose, toi aussi. Les grands Russes, les Français, tous ces gens-là, ce sont des gens de partout, mais on est dans ce territoire-là. Et j'ai toujours eu l'impression, encore jusqu'à aujourd'hui, que j'ai toujours été dans un territoire universel, dans l'univers des écrivains. Je finis en racontant une expérience qui m'est arrivée très récemment. J'étais chez des amis et il y avait un livre qui traînait chez eux. Je devais prendre la route pour rentrer à Ben Guerir. Je prends ce livre. Je suis désolé, j'arrive pas à me souvenir du nom de l'auteur. C'est une écrivaine, on dit maintenant, taïwanaise, dont je n'avais jamais entendu parler. Et je prends le livre en me disant, je ne vais pas aimer, c'est pas mon truc, je connais rien, moi, Taïwan, etc. Et le livre était passionnant. Vraiment, je suis rentré, je ne l'ai pas lâché jusqu'à 2h du matin. Ça se passait en Chine, c'était une histoire de paysans, un truc comme ça. Totalement. Et là, je me suis retrouvé dans ce monde-là, tu vois,
Donc, j'ai des difficultés à répondre réellement à cette question sur les territoires, etc. J'essaie d'être ancré, je suis marocain, j'essaie d'être ancré ici et tous mes bouquins se passent finalement au Maroc, mais de par la lecture, et les gens qui sont là, si nous font la métier d'être là, c'est parce que ce sont des lecteurs, je ne sais pas si quand on est un grand lecteur, si on est réellement ancré quelque part. On est plutôt ancré dans l'imaginaire que nous donnent tous ces écrivains formidables qui nous nourrissent. Voilà. On va continuer d'interroger les territoires et votre matière première, messieurs les écrivains, la matière première qui est la langue, ce vecteur majeur de l'écriture. Alors, Samy Tchak, vous avez dit ici même dans cet endroit qu'à partir du moment où vous avez d'emblée décidé ou pas, consciemment, d'écrire en français, vous avez épousé, adhéré un territoire de pensée. J'aimerais vous entendre sur ça. Je fais même partie de ceux qui n'ont pas eu à choisir une langue. Je ne sais écrire qu'en français. C'est vrai que ma langue maternelle n'est pas écrite. Bon, un peu plus tard, j'ai essayé de maîtriser l'espagnol. En espagnol, peut-être que je saurais écrire mon nom. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai, c'est la seule chose que je pourrais faire en espagnol, écrire mon nom. Mais le français, j'ai quand même entendu dire, même si je n'étais pas là au moment où il le disait, bon, je l'ai lu quand il était déjà mort, mon grand frère Kateb Yassine dire que c'est un butin de guerre. Moi, je n'ai pas fait de guerre. Je suis né après les grandes guerres. Je n'ai pas eu la chance d'en faire une. Je n'ai pas eu de butin. J'ai plutôt eu sur moi le poids de la défaite des miens. Et dans cette défaite-là, le français arrive comme une chose obligatoire. On me l'a appris à l'école en me donnant des coups quand même. Je parle le français mal. On me donne quand même des coups pour l'avoir mal parlé. J'ose parler ma langue maternelle à l'école, on me donne des coups parce que j'ai parlé ma langue maternelle. J'apprends par la suite que cette langue que je maîtrise moyennement quand même par rapport à la moyenne des Français. Très moyennement n'est pas juste une langue, contrairement à ce que les gens croient. Une langue vient d'une vieille expérience qui a duré des milliers ou des centaines d'années, qui a déjà formaté des visions hiérarchisées du monde, et quand elle t'arrive en te disant, toi, le petit sauvageon, ce que je ne t'ai pas parce que je suis forgeron, et les forgerons sont trop fiers pour se considérer comme des sauvageons, tu viens d'accéder quand même à une certaine dignité humaine parce que tu parles le français, la langue des civilisés. Ça, j'en étais fier quand même. Non, c'est vrai, la fierté quand même de devenir un civilisé, personne ne peut dire qu'il ne la ressent pas. Mais c'est quand même dans cette même langue que j'ai appris tout le mépris que les Français ont écrit sur moi. Je lis quand même Gobineau, oui, de l'inégalité des races et tout. Je me dis, oui, en même temps, cette langue si belle, grâce à elle, j'apprends que je suis un inférieur ou que j'appartiens à un peuple d'inférieurs. J'ai lu Lévi-Brûle, La pensée sauvage. J'ai appris donc que, en fait, il y a des peuples qui ont une rationalité et des peuples qui ont des pensées un peu symboliques, des sauvages qu'il faut peut-être sauver de leur forêt, même si moi, je n'ai jamais connu une forêt, ça c'est vrai. Je suis de la savane, donc on ne pouvait pas me sauver de la forêt. Mais au moment où je me suis mis à habiter les territoires littéraires, une chose m'est venue quand même à l'esprit. Une fois, je me dis, j'aime Dostoïevski, j'aime Tchekhov, j'aime Bulgakov et tout. Et puis je me rends compte que, en fait, je ne les aime pas dans ce qu'ils ont écrit. Je les aime dans ce qu'on a quand même pu en dire en français. Et que tous les auteurs maghrébins que j'ai cités, je les ai lus en français.
que le français n'est pas juste la langue dans laquelle j'écris, c'est la langue quand même qui a formaté mon esprit, qu'en écrivant, je suis conscient que dans ma tête, il y a eu, avec un effort formidable et un amour infini, l'implantation d'une langue qui me rappelle que, quelque part, j'ai été sauvé de mon propre statut d'inférieur. Et quand j'écris, je tente de me dire comment, avec cette langue, la seule dans laquelle j'écris, je peux regarder le monde en étant peut-être à la hauteur, ce que je n'ai jamais réussi à faire livre après livre, j'échoue à le faire, comment je pourrais être capable avec cette langue de dire non seulement ma part d'humanité, mais une certaine part d'humanité que n'importe qui pourrait ressentir en lui, en oubliant que la langue dans laquelle j'écris est l'élément par lequel les miens n'ont même pas pu lutter, ou par laquelle on m'a inoculé quelque chose qui fait de moi l'autre de moi-même, l'autre qu'on va dire chassé de sa spiritualité d'une certaine manière, l'autre qui a été fait par les autres et qui se cherche à travers les autres, l'autre qui, mine de rien, quand il prend un grand miroir qu'il pose devant lui, pense se regarder et comprend en fait qu'il se regarde par les yeux de celui qui l'a regardé et défini. C'est d'ailleurs ça le sujet du continent de tout et du presque rien. Complètement, oui. L'autre chassé de moi-même. Voilà, oui, le français, la langue, c'est votre genèse aussi, c'est tout un pan de votre travail, le drame linguistique et cette forme vous parlez de malédiction de l'auteur marocain, avec une forme presque de schizophrénie. Est-ce que vous pouvez me parler de ce territoire, de votre territoire linguistique et comment il a impacté votre écriture? Merci. Il y a plusieurs questions. Je voudrais revenir à quelque chose que Samy a dit sur la question du choix. Et je suis toujours très étonné parce que je vois des auteurs maghrébins auxquels on pose la question en France, de bonne foi d'ailleurs, pourquoi avez-vous choisi la langue française, et qui répondent, et qui font tout un raisonnement. Et je les connais personnellement, certains d'entre eux, je les connais. Et ils sont absolument incapables d'écrire dans une autre langue que le français, en fait. Et ce n'est donc pas du tout un choix. En ce qui me concerne, c'est un peu la même chose. Je ne peux réellement écrire en français qu'en français, c'est la langue dans laquelle je me sens à l'aise. Cela dit, j'écris des articles scientifiques en anglais, mais je suis incapable de faire œuvre littéraire en anglais. Bon, le néerlandais, c'est encore plus compliqué. Mais donc, il n'y a pas de... J'ai jamais choisi. Je suis dans la langue française pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, pour ce qui est de ce que j'appelle la malédiction de l'écrivain maghrébin qui écrit en français, il y a plusieurs aspects. Prenons un aspect qui est celui de comment est-ce qu'on travaille cette langue. Alors, quelqu'un qui est français de naissance, il peut très bien maltraiter la langue. Il peut mal écrire. Le français, ça devient son style. Il fait ce qu'il veut avec la langue, etc. Parfois, je lis des livres écrits par des auteurs français, auvergnats depuis 50 générations. Bon, ils s'en fichent, ils n'utilisent jamais le NE explétif, enfin des choses, la concordance des temps, ils n'ont qu'un rapport très lointain avec, mais personne ne les soupçonne. Mais si nous, auteurs qui venons d'ailleurs, si on écrivait comme ça, on dit « Ah ben tu vois, il ne sait pas écrire, je ne sais pas ce qu'il fait dans cette langue, etc. » Donc on est obligé... Moi, je mets dans mes livres constamment des imparfaits du subjonctif. Je crois que je suis la seule personne avec Jean-Marie Le Pen qui, en fait, utilise des imparfaits du subjonctif, réellement. Mais parce que, quand je vois l'imparfait du subjonctif, je suis obligé, parce que sinon les gens vont dire « Ah, mais il ne comprend pas l'imparfait du subjonctif ». Donc je le mets, c'est très... Il aurait fallu que vous prissiez cette voix, monsieur. Donc c'est un peu l'aspect malédiction du truc, on doit être hyper correct. Et puis il y a un autre aspect, et j'y pense parce que j'ai un ami très cher qui habite à Tahnaout, qui est né à Tahnaout, et qui est vraiment quelqu'un pour qui j'ai le plus grand respect.
et il écrit en français. Le français, d'ailleurs, je parle de lui dans mon livre, Le drame linguistique marocain. Je prends l'exemple. Il est né à Tahnaou, donc il parlait tamazirt. Il rentre à l'école, il doit apprendre Darija dans la cour, il doit apprendre l'arabe. Ensuite, le français arrive vers l'âge de 10-12 ans. Et plus tard, l'anglais. Donc, il baigne déjà dans 4-5 langues. Et quand il a voulu écrire, il a écrit en français. Il n'a pas écrit en tamazirt pour les raisons qu'on connaît, parce que, bon, même si l'IRCAM essaye de codifier le tifrinar, bon, ce n'est pas encore une langue réellement écrite, il n'a pas pu écrire en darija pour les mêmes raisons. Il n'a pas pu l'écrire en arabe, il n'a pas pu écrire en arabe classique parce que ça faisait vraiment trop artificiel pour quelqu'un, petit gars de Tahnaou, tout à coup écrire cette langue superbe qui est l'arabe littéraire classique. Donc il a écrit en français. Mais voilà l'aspect malédiction. C'est que lui, à titre personnel, c'est-à-dire s'il écrivait dans une langue qui correspond réellement à son rapport au monde, son rapport charnel au monde, vu ses qualités littéraires indéniables, je pense qu'il aurait été du niveau du Nobel, quelque chose d'extraordinaire. Or, maintenant, il n'est considéré que comme quelqu'un qui écrit bien. Je vois ce que je veux dire. Il écrit bien. Bon, il y a sujet, verbe, complément, et il y a la concordance des temps. Il écrit bien. Et c'est dommage. Et beaucoup d'écrivains qui sont dans ce cas de figure, parce qu'ils écrivent en français une langue qu'ils se sont appropriés, ils sont finalement, je dirais, le chiffre n'a aucune importance, mais peut-être à 60-70% de leur potentiel. Et de ce point de vue, c'est ça aussi l'aspect malédiction. Voilà, donc c'est un peu triste, mais on n'est pas là pour rigoler. Pas triste du tout. On va continuer à questionner ces territoires géographiques, ces territoires linguistiques, pour savoir pourquoi encore aujourd'hui il est demandé, on a parlé beaucoup d'injonctions aujourd'hui, de se définir forcément par un territoire. Et encore aujourd'hui, ici à Marrakech, lors du premier festival du livre africain, on vous pose cette question. Voilà, why not, oui, mais why aussi. C'est surtout ça, moi, ma question. Est-ce que quelque part, c'est pas une injonction supplémentaire qui réduit de la même manière que la langue, peut-être, une manière qui réduit un peu la liberté de l'écrivain aussi, Samy Tchak? Oui, puisque le Sud avait été évoqué. Je pourrais peut-être évoquer un autre Sud. Je pense que c'est peut-être à ce niveau que le problème se pose. On n'a pas évoqué le grand Nord dominateur qui fait que les pays du Sud, ceux du Nord. Si on prend le Sud, par exemple l'Amérique latine que moi j'aime tant en littérature, elle n'est pas au vrai nord du Nord, elle est au sud, vraiment sud, on l'appelle Amérique du Sud. Les écrivains latino-américains n'ont pas à se poser cette question-là parce qu'ils sont issus de l'Europe transbordée et l'espagnol ou le portugais sont leur langue maternelle. On nous pose cette question parce qu'il n'y a pas nécessairement une chose naturelle à ce qu'un arabe, un kabyle, un thème comme moi écrivent en français. On a oublié que nous sommes les seuls dans cette situation-là, un peu particulière, de peuples entiers parlant de leur littérature dans la langue des autres. Ce n'est pas historiquement fréquent. On ne peut pas dire que c'est banal. Nous sommes quand même presque l'unique cas, et c'est peut-être l'un des cas où on ne peut pas dire que c'est une fierté d'être l'unique. On aurait voulu que ça soit autre chose. Encore qu'ici, on soit dans une situation différente, parce que la littérature en langue arabe existe. Elle a existé depuis longtemps, elle existe quand même, comme en Algérie, en Tunisie, elle existe. Dans mon cas, elle n'existe qu'en français. Cependant, pourquoi on nous pose cette question? Et je vais dans une certaine... oui, ce n'est pas une anecdote, c'est plutôt une histoire vraie, très courte, avec Kamel Daoud. Nous étions en Tunisie, à Tunis. Les assises de la langue française, bon. Écrivain francophone, assises de la langue française, oui, l'Institut français était là, donc comme d'habitude, et c'est tant mieux. Et il y avait un débat, l'écrivain francophone
est-il un traître? Ça, c'est le matin. On a pris un bon café, on a traité du traître. L'après-midi, l'écrivain francophone peut-il s'approprier cette phrase de Kateb Yassine? Le français est un butin de guerre. Ce n'est pas le débat qui a été intéressant pour moi. Ce qui a été intéressant, c'est quand même Kamel Daoud. C'est un petit frère. Le matin, je l'ai senti agacé au bout d'un moment. Ça se sentait dans sa voix et dans ses yeux. L'après-midi, il s'est porté malade. Ce qui était peut-être beau dans sa maladie, c'est qu'au moment où nous sortions de la salle de débat, on le voit venir très élégant, parce qu'il y avait un autre débat qui ne parlait pas de la langue, où on pouvait enfin parler de littérature. Et à un moment, la question, elle est là. Il arrive quand même qu'on nous prenne pour de belles abeilles et qu'à aucun moment, même les personnes bien intentionnées ne pensent à détecter l'odeur de notre miel. On nous fait parler de tout. Nous sommes même les spécialistes de la reproduction des mouches. Nous sommes ceux qui devraient savoir comment les fleurs se disent bonsoir la nuit quand la lune et les étoiles ouvrent les yeux ou se sont peut-être cachés sous les nuages. Il arrive rarement que de nos livres, on entende la moindre voix. Donc, nous sommes quand même en train de parler de la langue, alors qu'au-delà du français, il existe peut-être une langue souterraine de l'écrivain qui, parfois, il faut le reconnaître, je le dis, je l'avoue, peut être quand même très médiocre, peut-être que, mais en même temps, j'aurais, moi, préféré que parfois, on entende la médiocrité dont j'ai été coupable en essayant d'écrire que de ce débat qui est très beau, mais qui, malheureusement pour moi, et c'est ça quand même que je trouve triste pour moi, ne fait que m'obliger à essayer d'être digne du passé, parce qu'il m'arrive de temps en temps, quand j'ai une insomnie, d'aller lire ce que les Senghor disaient déjà sur cette question, et je me rends compte qu'ils étaient plus intelligents que moi. Donc, ce que je tente de raconter, des aînés avant ma naissance l'avaient même déjà dit mieux, et j'ai parfois un petit peu de gêne à leur égard. Je me dis, s'ils m'entendaient, je dis, bon, ce que nous avons dit, ils sont encore en train de le dire. Mais en même temps, qu'est-ce que nous pouvons faire, puisqu'on nous dit d'être héritiers du même malaise par rapport à une langue, celle du colonisateur. Héritier du même malaise, celle d'une langue, celle du colonisateur Fouad Laroui. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, d'abord, je dois dire une chose, c'est que je ne regrette pas un seul moment d'être passé par les écoles françaises, parce que j'ai eu des professeurs dévoués, des professeurs de très haut niveau qui nous ont donné un enseignement fantastique. Et en plus, j'ai eu, par le français, j'ai eu accès à toute la littérature universelle, y compris d'ailleurs Naguib Mahfouz, que j'ai lu en État Hussein, que j'ai lu d'ailleurs en français d'abord. Donc, il faut quand même dire d'abord cela. Le français a été pour moi, je parle que de mon cas, une fenêtre ouverte sur le monde, une fenêtre extraordinaire, par laquelle d'ailleurs j'ai pu lire des gens que j'aurais jamais pu lire. Je veux dire, comment il s'appelle l'Albanais qui aurait dû avoir le prix Nobel, qui l'a pas encore eu? Comment il s'appelle? Ismaël Kadare. Mais moi j'ai lu avec émerveillement les livres d'Ismaël Kadare. J'aurais pas pu les lire si j'étais pas passé par le français, parce que je ne sais pas s'il est traduit dans toutes les langues. Donc il faut d'abord dire cela. Bon, ensuite, une fois qu'on a dit ça, c'est très positif. Ensuite, effectivement, il n'y a pas de rose sans épines. Et les épines, bon, écoute, c'est pas grave. Moi, par exemple, ce qui m'a toujours étonné, c'est être renvoyé une sorte d'assignation originaire qui n'est même pas la mienne. Je donne un exemple. Moi, j'adore les digressions. Pour moi, ça fait le sel de la vie. On raconte une histoire, on digresse, un chemin de traverse qui ne mène nulle part, on revient, on se trompe, on parle d'un truc, on ne sait plus. J'adore les digressions. Donc, j'écris comme ça. Et quand j'écris comme ça, la première fois, les premiers articles, c'était toujours on voit bien que c'est un Marocain parce qu'il écrit dans le style des Mille et une nuits.
Et en fait, j'avais jamais lu Les Mille et une nuits. Et mon ouvrage de référence pour les digressions, c'était Jacques le Fataliste de Diderot. Elle est formidable, mais comme on sait tous, le principe de Jacques le Fataliste, c'est qu'au début, Jacques dit à son maître, je vais vous faire l'histoire de mes amours. Et il y a tellement de digressions que finalement, au bout de 400 pages, il n'a toujours pas raconté l'histoire de ses amours, mais on a eu des histoires superbes, etc. Donc mon modèle, parce que je l'avais découvert avec émerveillement vers les 14-15 ans, Jacques le Fataliste, c'était mon modèle. Mais l'assignation du territoire, de l'origine, c'était ah ouais, c'est les Mille et une nuits que j'ai découvert après, qui sont effectivement un monument de la littérature mondiale, etc. Mais c'était pas mon truc, c'était pas mon truc. Et je me rappelle aussi de cette question de parenthèse, qui a été pour moi une espèce de traumatisme. Mes premiers romans, il y avait des parenthèses qui s'ouvraient dans les parenthèses, qui s'ouvraient dans d'autres parenthèses, et finalement, on voyait parfois 6 parenthèses à gauche qui se résolvaient par là, etc. Mon éditeur, qui est un homme formidable, on est enregistré, Bernard Barrault, qui est un gars mais absolument formidable, il me disait, mais Fouette, c'est quoi ces histoires de parenthèses, laisse tomber, c'est n'importe quoi. Bon, je dis, bon, d'accord. Il me dit, ouais, mais ça, c'est ton exubérance de Marocain. Je dis, ok, exubérance de Marocain, les parenthèses. Et un jour, il y a un auteur qui arrive chez Julliard, Philippe Jaénada, grand auteur, grand ami, qui met des parenthèses partout, 10 000 parenthèses. Donc, je vais avec le bouquin de Jaénada. Je vais voir Bernard Barrault. Je lui dis, lui, il a le droit de mettre des parenthèses parce qu'il s'appelle Philippe. Et depuis ce jour, moi, j'ai le droit de mettre des parenthèses, tu vois. Parce que Bernard avait vu les parenthèses comme l'exubérance du Marocain. Bon, mais Philippe, il n'est pas Marocain. Donc, il met des parenthèses. Donc, je mets les parenthèses. Donc, encore une fois, il n'y a pas de rose sans épines. La langue française, je suis extrêmement heureux de pouvoir lire dans cette langue, d'écrire dans cette langue qui est formidable, qui est d'ailleurs la langue officielle de 22 pays. Chaque fois, il me dit, ouais, vous écrivez dans la langue de la France. Non, j'écris dans la langue officielle du Sénégal. Point. Mais ouais, il y a des Sénégalais. C'est pas la langue officielle du Sénégal? Et alors? Donc j'écris en sénégalais, monsieur. J'écris en sénégalais. Non, j'écris en sénégalais. Le français est la langue officielle du Sénégal. Donc en réalité, on prend ça comme ça, avec les malentendus que ça donne. Et l'un dans l'autre. Alors le regret, je finis là-dessus. Mais il y a quand même un regret lancinant, qui est le suivant. Quand on est entre Marocains et qu'on est de bonne humeur, on est de bonne compagnie, il n'y a pas de fâcheux, il n'y a pas de dégris, il n'y a pas de grincheux, on commence à raconter des histoires, par exemple dans le salon de Leïla Bin Bin, des trucs comme ça. Et en fait, on parle d'Erija. Et une fois, je parle de Leïla Bin Bin parce qu'à chaque fois que je la rencontre, je lui dis, s'il te plaît, c'est comme les enfants qui veulent qu'on raconte 10 000 fois la même histoire. Je lui dis, s'il te plaît, raconte-moi l'histoire des trois dames qui utilisaient des mots différents. Tu te souviens de cette histoire pour le truc? Et en fait, le seul regret lancinant que j'ai, c'est de ne pas pouvoir voler ces histoires, utiliser ces histoires en Darija. Elles sont savoureuses, elles sont belles, mais je ne peux pas. Et si je les traduis en français, ça ne passe pas, ça se perd. Et je pense que Samy en a à peu près, je pense que tous les auteurs ici présents ont ce petit regret quand on utilise le français. Voilà. Le fameux sabir savoureux que vous évoquez d'ailleurs, hein, là, cette Darija dans 30 jours pour trouver un mari. On poursuit avec une question qui a été ici discutée, échangée et qui est, à mon sens, névralgique, c'est celle de l'engagement, celle de la littérature engagée. Jean-Marie Gustave Leclésio a dit ici même, après sa déclaration d'amour à l'Afrique et à la littérature africaine, que le continent africain est le continent qui a pris le relais de cette littérature engagée. C'est extrêmement fort et il l'a dit ici devant nous. J'aimerais vous entendre, vous d'abord, Samy Tchak, par rapport à ça, surtout pour savoir comment cet engagement, votre engagement à vous, a évolué depuis votre premier livre jusqu'à Le continent du tout et du presque rien. Alors,
Oui, c'est vrai que l'engagement est un problème dont j'ai traité d'ailleurs. J'ai consacré un chapitre à l'engagement dans la couleur de l'écrivain. J'ai un problème avec l'idée d'auteur engagé et j'en ai un avec l'auteur sans engagement. Le premier problème, c'est que si je dis je suis engagé, c'est comme si j'étais utile. Or, j'ai toujours dit la vérité, un écrivain ne sert à rien. Et c'est dans ce rien-là que j'ai ma liberté. Mon engagement, ce serait quoi? Continuer peut-être à écrire des livres que 2,5 personnes lisent chaque année et qui, parfois, quand elles sont dans une sorte d'ivresse liée à leur propre bonheur, me disent « mais que votre livre est beau ». Je pense que, quelque part, c'est une forme de vanité pour moi de dire « j'écris des livres ». Et ce serait peut-être une vanité un peu insupportable de dire qu'il servirait à faire évoluer une cause. Donc, je ne me considère pas comme engagé sur ce point-là parce que je sais quand même que mes livres ne permettraient pas de faire avancer une cause. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est que mes livres ont pourtant... Bon, là, c'est quand même moi qui ose le dire parce que je sais que les gens n'écoutent pas tout ce qu'on raconte quand même quand on est devant une petite bouteille d'eau. J'ai, oui, l'impression que parfois, il y a des personnes à qui ça ferait un petit bien de me lire, ne serait-ce que de me lire en diagonale, parce que je sais qu'il y a des lecteurs qui lisent en diagonale, ça leur fait du bien. Ce n'est pas suffisant. Cependant, ce que je sais, c'est que moi, je ne donne pas un sens politique à mes livres, parce que c'est quand même ça l'engagement. Je ne suis pas responsable de ceux qui pensent que mes livres ont une dimension politique. Dans ce sens-là, je suis un écrivain engagé malgré moi, en sachant que le vrai engagement de l'écrivain, c'est quand, au-delà de sa plume et de son encre, il met peut-être aussi sa notoriété au service d'une cause. Je n'en ai pas, malheureusement, non c'est vrai, non je n'en ai pas, parce que bon, ça, personne ne me reconnaît dans la rue, donc je ne pourrais pas mettre une autorité absente au service d'une cause. L'autre forme d'engagement, c'est quand l'écrivain a le courage de mettre sa peau en danger pour une cause. Léo Lechenka l'ont fait, ils ont fait la prison. J'ai quand même eu un problème. J'ai voulu, à un moment, me dire, si je trouvais quelqu'un de courageux, je pourrais m'engager physiquement derrière une cause, à condition que, s'il y a une répression, j'ai le temps de m'enfuir. Non, mais c'est vrai, parce que je ne veux pas être en avant. Donc, le seul degré de mise en danger de ma peau, c'est si je suis au second rang. Comme ça, je pourrais au moins témoigner de ce qui arriverait à celui qui est au premier rang. Parfois, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des témoins oculaires pour dire... Non, mais c'est vrai. Non, mais vous imaginez quand même un homme courageux qui finirait dans la rue sans qu'il y ait quelqu'un pour dire comment il a fini. Donc, j'aimerais être le témoin des martyrs, pas martyr moi-même. Ce qui fait que je n'ai pas encore trouvé la meilleure façon d'être engagé, alors qu'à mon âge, ça commence à être un peu tard. À 63 ans, on a plus 50 ans pour s'engager et je n'ai pas encore trouvé la meilleure façon d'être objectivement engagé. Vous voulez réagir, voilà, oui, précisément sur ça. Non, mais on vient d'assister à un grand moment dans la théorie parce qu'il y a eu l'engagement d'après Jean-Paul Sartre et maintenant c'est l'engagement d'après Samy Tchak. Non, j'ai beaucoup apprécié vraiment l'honnêteté de la réponse de Samy. Bon, mais en revanche, pour être sérieux, non, en ce qui me concerne, bon, je sais que c'est archaïque l'engagement. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Quand j'ai publié mon premier recueil de poèmes en néerlandais, il y a eu dans le grand journal néerlandais qui s'appelle NRC, il y avait 5 recueils de poèmes qui avaient été shortlistés pour le prix de poésie néerlandaise. Et en fait, dans le NRC, ils ont parlé des 5. Et quand ils ont parlé de mon recueil de poèmes, ils ont dit, le gars a dit,
quelqu'un devrait dire à M. Laroui que l'engagement est totalement ringard et archaïque. Et j'étais très étonné. Et effectivement, après, quand j'ai commencé à lire la littérature néerlandaise contemporaine, il n'y a pas une once d'engagement. C'est vraiment, je regarde l'herbe pousser et dans quel sens l'herbe pousse. Et en gros, par là ou par là, et puis il y a des rameurs sur l'eau. Il y a des rameurs sur l'eau. Enfin, ça peut être très beau, mais il n'y a pas... Et je passais pour le ringard, le plus ringard. Eh bien, je m'en fiche, parce que moi, réellement, je considère que je suis de ce pays, qui est le Maroc, et il se passe des choses, il y a des courants de pensée différents. J'ai ma façon de penser que je partage avec beaucoup d'amis, de gens et d'inconnus, etc. Et je m'oppose à un certain courant de pensée rétrograde, méchant, dogmatique, etc. Je m'oppose à ces gens-là. C'est de l'engagement. Mais oui, mais c'est ce que je t'ai dit, Nadia. Je suis forcément engagé. Je n'arrive pas à imaginer que je ne serais pas... Toutes les histoires que je raconte, bon, je raconte... mais elles ont toute une morale qui va dans ce sens. Tu dis que le FMI nous apprend comment à gérer notre malheur. Ouais, mais ça, dans Théo le marionnettiste, c'est quelque part. Oui, mais ce n'est pas le plus important de mes engagements. Ce n'est pas l'engagement économique. Tu me mets tout de suite là. C'est pas contre les FMI. C'est pas purement économique. Là. Non, mais c'est pas ce genre d'engagement. C'est pas un engagement. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas du tout. C'est pas vraiment ça. Moi, réellement, mon engagement, et c'est dans tous mes derniers livres et même mes essais, etc. C'est contre la pensée rétrograde qui agite ce pays depuis à peu près les années 80, en fait, et qui est une pensée qui nous ramène en arrière et une pensée qui réprime la pensée libre. Et ça, je ne peux pas imaginer de prendre la plume. J'ai la chance d'être publié, c'est une chance extraordinaire. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées formidables, qui sont extrêmement intelligents, etc., et qui, pour une raison X, n'ont pas de porte-voix, ils ne sont pas publiés. J'ai la chance d'être publié, je ne vais pas quand même faire l'impasse là-dessus. On est quand même face à une régression de la pensée. On a interdit la philosophie dans ce pays pendant toute une génération, ce qui a rendu beaucoup de gens stupides. Mais quand même, on a ça. Donc, se battre pour la liberté de penser, la liberté de conscience, des choses comme ça me semble évident. Et toutes les histoires que je raconte, même celles qui ont l'air le plus petit Mickey, quoi, il y a toujours derrière cette idée-là. Et je pense que c'est un engagement important. Je comprends pourquoi les Hollandais ne s'engagent pas, parce qu'il n'y a plus de raison de s'engager. Si on regarde tous les problèmes, ils ont à peu près tout résolu. Il reste juste la couleur du gouda, en gros. C'est le seul problème qu'ils n'ont pas encore résolu, parce qu'il est orange. Mais à part ça, ils ont tout résolu. Mais nous, on a encore tellement de problèmes, ne serait-ce que sur la liberté de conscience, par exemple, qui est vraiment la grande chose qui m'indigne, moi, que des gens interdisent aux autres de penser ce qu'ils veulent, de diriger leur vie comme ils l'entendent. Et tant qu'il y a ça, on ne peut pas ne pas être écrivain engagé au Maroc. Voilà. Comme ça, c'est dit. Les nouvelles voix, les nouvelles plumes, celles qui étaient juste avant, qui parlaient justement de ce rapport à tout ce qu'on vient de traverser aujourd'hui, la langue, l'engagement qui s'impose, même si... Et ce rapport, et cette référence qu'ils font aussi ici, Samy Tchak, Blaise Ndala, par exemple, vous a cité comme référence, et ça me donne envie de vous poser la question de cette responsabilité, peut-être, même si vous ne la désirez pas aussi, et de l'impact que ça a sur ces nouvelles plumes. Je pense qu'en littérature, on rêve de devenir père. Ça, c'est sûr. Avoir des écrivains qui se réclament de nous. J'ai la chance quand même d'avoir des écrivains plus brillants que moi, qui m'appellent parfois leur père parce que je leur ai ouvert des horizons. Mais en général, ce que j'ai dit quand même à des jeunes écrivains qui m'appellent leur père, Elgas en fait partie, hein, parce qu'on discute quand même énormément, c'est qu'on est dans un domaine où on peut facilement devenir le fils de son fils, dans la mesure où l'antériorité dans l'écriture n'est pas ce qui compte. Il y a des écrivains qui arrivent quand même
très jeunes, très très jeunes, ils produisent un texte qui rend ringard tout ce qu'on a lu quand même avant eux. J'ai ressenti quand même quelque chose de ce genre-là pour un livre dont j'ai eu la possibilité de lire les versions. Toutes les versions, c'est le livre de Mohamed Mbougar Sarr, La plus secrète mémoire des hommes. J'ai suivi ce livre du début jusqu'à la fin en sachant qu'à un moment, le sujet, il me l'avait exposé. Moi, avec mes amours latino-américaines, je lui ai fait découvrir Bolaño. Bolaño a changé sa façon d'écrire ou de voir la littérature, mais à partir du moment où il a écrit La plus secrète mémoire des hommes, Mohamed Mbougar Sarr est le fils que je peux aussi considérer comme un père, et comme, c'est-à-dire un père, P-A-I-R, comme auraient dit les Français, et puis un père comme père qui engendre, dans la mesure où la transmission la meilleure doit être dans les deux sens. Celui qui ne sait pas apprendre de celui à qui il transmet, qui croit donc avoir déjà tout su, n'a peut-être pas encore compris que même à notre âge, ce qui est le plus beau, c'est de mériter l'enfance. Voilà, oui, sur ça, paternité, responsabilité. J'ai pas d'enfant pour commencer. Non, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a apporté un livre qu'il avait écrit, qui avait été publié, donc il a eu la chance d'être publié, et il m'a dit, on me dit que j'écris comme vous, et ça m'a effrayé, en fait. Non, ça m'a effrayé parce que je me dis, ça ne devrait pas être l'objectif de qui que ce soit, d'écrire comme quelqu'un. Le style, c'est tout à fait personnel, c'est unique d'une certaine façon, et chacun doit trouver sa voix. Point. Et c'est réellement comme ça. Maintenant, si des gens pensent, comme moi, ce que je disais tout à l'heure sur l'engagement, etc., là, je suis bien content. Tant mieux. Plus on sera nombreux, plus on fera bouger les choses. Mais donc, sur le contenu, sur l'engagement, d'accord, avoir une paternité même très réticente, parce que j'ai pas envie de m'imaginer comme père ou grand-père. Oui, d'accord, mais pas sur le style, pas sur la façon d'écrire. Vraiment, réellement, chacun a son style et sa façon d'écrire. Je pourrais jamais écrire comme, je sais pas, comme Serhan par exemple. Il a son style, c'est pas le mien. Il fait très bien ce qu'il fait avec son style. Je peux pas écrire comme lui. Je voudrais pas que quelqu'un se sente obligé parce qu'il aime ce que j'écris, d'écrire comme moi, de mettre des parenthèses partout, tu vois. Non, chacun doit vraiment trouver sa voie. Mais enfin, après, c'est quand même émouvant d'avoir quelqu'un qui dit on me dit que j'écris comme vous, c'est émouvant, mais c'est troublant.